Bonjour à tous, merci d'être fidèles à nos rendez-vous, les afterwork de l'IREF qui ont lieu tous les 2 mois désormais. Aujourd'hui, le sujet du jour, réseau de franchise et maillage du territoire. C'est un sujet très important, très intéressant pour les réseaux, dans la mesure où le développement d'un réseau va passer par le choix des territoires confiés aux franchisés, aux distributeurs, afin qu'ils puissent se développer sereinement. Il y a une multitude de questions évidemment qui viennent se poser, tant au niveau opérationnel qu'au niveau juridique. Pour y répondre, sur le plateau, Valérie Guivic, Bonjour. Pierre Fleury, qui dirige PF Marketing, réalise des études de marché principalement pour les têtes des réseaux, les franchiseurs, etc. Il va nous expliquer tout à l'heure le cœur de son activité. Nous aborderons 3 sujets principalement. Premièrement, les définitions, il faut bien passer par là. De quoi parle-t-on? Qu'est-ce qu'un territoire? Qu'est-ce qu'une exclusivité territoriale? Comment ça marche? Quelles sont les règles? Quels sont les critères? Deuxième temps, la stratégie de développement, critères et outils, c'est-à-dire comment utiliser le maillage du territoire dans sa stratégie de développement pour développer son réseau. C'est un point important qu'il ne faut pas négliger. Et troisième partie, comment faire vivre son territoire dans le cadre de son contrat de réseau, c'est-à-dire en cours de contrat, comment le territoire d'un franchisé peut évoluer. À la fin du contrat, à l'issue du contrat, comment il peut évoluer, quelles sont les règles juridiques, quels sont les critères. Voilà les 3 thèmes que nous allons aborder ce soir avec nos invités. Si vous le voulez bien, commençons par poser le contexte et les définitions. De quoi parle-t-on? On parle de maillage de territoire, c'est-à-dire du territoire que l'on va confier à un franchisé ou à un distributeur d'un réseau. D'ores et déjà, on peut dire que on va parler des réseaux de commerce organisés indépendants, c'est-à-dire pas exclusivement la franchise, mais d'autres formes de réseaux, les réseaux de concession, les réseaux de licence de marque, les réseaux de commission affiliation, de partenariat, c'est-à-dire toutes les formes de commerce organisé par lequel un fournisseur ou un créateur de réseau va s'appuyer sur des partenaires indépendants pour développer son réseau. La question cruciale et centrale, c'est effectivement quel territoire confier à son franchisé, quel territoire confier à son distributeur. Par facilité de langage, on utilisera le terme franchiseur et franchisé si vous voulez bien pour que ce soit plus simple, mais vous l'aurez compris, ça dépasse largement le cadre du contrat de franchise. Alors dans le cadre d'une franchise, de quoi parle-t-on? Comment définir une exclusivité de territoire, s'il y en a une, c'est-à-dire comment définir le territoire qu'on va accorder à un franchisé, selon quels critères. Juridiquement, en premier lieu, on a tendance très souvent à parler d'exclusivité territoriale lorsqu'il s'agit de territoire exclusif. Exclusivité territoriale, ça veut dire quoi? Ça veut dire la certitude pour un franchisé de bénéficier, d'être le seul, en tout cas, sur un territoire à distribuer les produits d'une enseigne, à être le représentant d'une enseigne sur ce territoire. Donc, il n'y a pas de concurrence, en tout cas désignée par le franchiseur. Il est seul à pouvoir vendre les produits ou les services au sein de ce territoire. Il faut premièrement préciser que l'exclusivité territoriale n'est pas un critère de définition de la franchise. La majorité des franchiseurs octroient en fait l'exclusivité territoriale à leurs franchisés, mais ce n'est pas un critère de définition. Parmi les réseaux de partenariat, seuls les réseaux de concession ont comme critère cette exclusivité territoriale, les autres non. Mais effectivement, pour un attrait bien compris du réseau et pour que les franchisés puissent bénéficier d'une certaine sécurité, cette exclusivité est très largement accordée. Juridiquement, elle est assez libre, hormis l'encadrement au niveau concurrence, du droit de la concurrence, du droit communautaire principalement. On peut interdire à un franchisé au sein d'un territoire d'aller démarcher des clients sur un autre territoire concédé
si je puis dire, à d'autres franchisés. Mais par contre, on ne pourra jamais lui interdire de servir et de vendre à des clients non sollicités qui viennent spontanément sur son territoire pour acheter les produits. Voilà, c'est la limite de ce qu'on appelle la concurrence passive. C'est quelque chose qu'on ne peut pas interdire. Mais c'est finalement le seul limite juridique qu'on peut appliquer à cette exclusivité territoriale. Voilà pour la définition un petit peu introductive d'un point de vue juridique. Je vais passer la parole à mes partenaires qui vont définir quant à eux la définition administrative, la définition juridique, les critères pour définir un territoire. Pierre Fleury, est-ce que vous voulez commencer? Alors, après cette très intéressante définition juridique, c'est vrai qu'il est important pour quiconque s'intéresse à ce thème de comprendre que la délimitation d'un territoire, c'est certes un élément contractuel entre le franchiseur et le franchisé, mais c'est aussi quelque chose de stratégique pour un réseau. C'est-à-dire que délimiter un secteur, que ce soit à l'occasion d'une négociation avec un franchisé ou potentiel franchisé, ou le faire en amont, c'est aussi une façon pour le réseau de maximiser le nombre de réseaux, de secteurs qu'il va pouvoir créer sur le territoire français. Et là, la question se pose souvent de savoir à partir de quoi est-ce qu'on va travailler. Quel va être le maillage, en fait, de base de tous les futurs secteurs. Qu'est-ce qu'on voit dans la réalité, enfin dans la pratique, la plupart du temps, des secteurs qui n'ont rien à voir en taille les uns avec les autres. Parce que on aura accordé une exclusivité préférence à un candidat sur une ville entière qu'il n'exploitera pas en entier. C'est-à-dire que travailler Cahors, c'est pas travailler Toulouse. Ou Nantes, c'est pas Besançon. Donc il y a vraiment une réflexion à avoir de la part du franchiseur de ne pas rester dans une logique de je créerai mes secteurs à chaque fois que j'aurai un bon candidat qui se profilera. Donc c'est tout un travail qu'il faut faire et malheureusement il n'est pas suffisamment fait en amont aujourd'hui par les réseaux, en tout cas par la plupart d'entre eux. Oui, c'est donc un travail qui doit être fait en amont, bien en amont, à un moment où finalement les têtes de réseau ont plus tendance à vouloir multiplier voilà. les contrats de franchise plus que réfléchir à la pertinence du territoire qu'ils confient en fait. Il n'y a pas une situation idéale qu'on puisse transposer à chaque fois, mais c'est sûr qu'on ne peut pas le faire au début. Parce qu'au début, ce qui compte, et c'est absolument nécessaire, c'est de trouver les bons candidats et de trouver les premières implantations. D'expérience, j'ai constaté qu'à partir de 10-15 implantations, là, si on ne l'a pas fait, ça devient potentiellement dommageable. Donc, il y a un momentum à trouver pour savoir quand le faire, comment le faire, et pas attendre trop pour pas avoir à revenir sur des secteurs qui ont déjà été accordés. Mais idéalement, dans un monde parfait, c'est la première franchise qu'on devrait avoir défini déjà son plan d'action. Ouais. Mais je pense qu'on a en général autre chose à penser à ce moment-là. On essaye d'abord et avant tout de dupliquer pour la première, deuxième, troisième fois son concept, de s'assurer qu'il fonctionne, s'assurer que le concept est bon. Et le secteur, en général, il passe en second plan. D'accord. Alors Valérie, est-ce que vous pouvez nous définir, si ça existe, un portrait robot de la zone de chalandise et notamment de la zone de chalandise du pilote en fait? Très exactement, l'idée de portrait robot pour une zone de territoire doit s'intégrer de la même façon qu'on va rechercher la validation d'un modèle pilote quand on va vouloir intégrer un réseau de franchise. Alors, c'est vrai que les critères juridiques sont importants, les critères administratifs sont importants. Au-delà même, il y a aussi la pratique, c'est-à-dire les résultats économiques qui ont été prouvés à travers une zone de chalandise qui obéit soit à un nombre de personnes données, soit à un territoire qui est géographiquement déterminé. Alors c'est toujours délicat parce que finalement, comme le disait justement Pierre, quand on est dans un réseau de franchise qui se développe, on va d'abord être tributaire de la négociation que l'on va mettre en place avec le franchisé
candidat, enfin avec le candidat franchisé que l'on va avoir en face de soi. Ce qui veut dire qu'on va être amené à proposer un territoire qui ne sera pas forcément validé à travers un territoire pilote. Ce qui est une erreur à la fois pour le franchiseur, à la fois pour le franchisé. Donc moi j'aurais tendance à dire, appuyons-nous sur des éléments factuels, sur des pilotes existants, travaillons bien nos pilotes, définissons bien nos zones, et à partir de là, on va pouvoir dupliquer dans de bonnes conditions. Et de ce fait, respecter une règle qui devrait être de base, c'est-à-dire une notion d'équité, qui évitera aussi une situation conflictuelle ensuite selon les franchisés. On peut très bien avoir des conflits qui vont naître au-delà même d'un contrat de franchise à travers cette notion de territoire qui a été plus favorable à un franchisé plutôt qu'à un autre. Donc c'est vraiment ce maillage-là qu'il faut définir dès le départ. Ensuite, la négociation de la zone de chalandise est véritablement un élément qui rentre en ligne de compte, sur lequel on est évidemment amené à travailler et qui est évidemment libre puisqu'on est dans un schéma contractuel. Donc là, il est important aussi pour le franchiseur de définir ses marges de négociation et de ne pas se laisser emmener vers l'attribution de zones qui seront excessives par rapport à son développement futur. Donc c'est au niveau du pilotage que le franchiseur doit déjà à ce moment-là définir ses critères, les critères du territoire. Alors à travers le pilotage, c'est fondamental de pouvoir dire, ben voilà, cette zone de chalandise par rapport à notre clientèle ou par rapport au concept que l'on développe, elle correspond. Que ce soit en catégorie socio-professionnelle, que ce soit en zone de trafic, que ce soit est-ce qu'on est dans un concept qui nécessite véritablement un trafic en point de vente ou qui peut être également développé à travers une démarche commerciale, est-ce qu'on est dans une zone de bureau, est-ce qu'on est dans une zone urbaine, quels sont les critères qui vont être les critères de réussite en fait du modèle. Ouais. Et c'est sur ça qu'on va devoir s'appuyer pour pouvoir ensuite vendre et attribuer des zones de territorialité et de chalandise. Et je rajouterais simplement que ce qu'on observe aussi beaucoup, c'est la recherche de la zone minimum, qui à la fois couvre juridiquement et en termes de gestion de réseau l'enseigne, le réseau. C'est-à-dire qu'on va s'assurer qu'une zone, elle remplisse toutes les cases, enfin les cases à cocher en termes de minimum de potentiel. Il y a beaucoup de réseaux qui ont cette vision des choses, qui cherchent peut-être pas le réseau identique, le secteur identique, mais un secteur voilà, où il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. Donc moi j'appelle ça la zone minimum. Voilà. De développement en fait. De développement, exactement. C'est-à-dire sur laquelle il n'y a aucune raison que le franchisé ne parvienne pas au succès. Oui. En fait, le problème c'est qu'au niveau du pilotage, en règle générale, le pilote il est installé là où est situé le créateur de réseau. Donc ce qui ne correspond pas forcément au territoire le plus adapté de ses futurs franchisés. Donc en fait, il y a forcément une adaptation qui doit être faite par la suite. C'est vrai que c'est pour ça que les 10 premiers sont finalement un peu des pilotes pour le réseau. Parce que c'est à travers cette expérience des 10 premiers points de vente qu'on va pouvoir justement, comme le disait justement Pierre, après travailler un maillage du territoire s'il n'a pas été fait. Exactement. Donc il faut peut-être parler plus, au lieu d'un pilote, parler plutôt de phase de pilotage pour asseoir en fait le maillage territorial le plus adapté en fait au concept concerné. Très bien. Alors c'est vrai qu'après il y a toutes les études qui vont venir consolider en fait ces choix. Donc là, au-delà même du pilotage, comment on construit son plan de développement et quels sont les outils en matière de territorialité qu'on va aller chercher pour pouvoir adosser son projet. Bah oui, parce que justement des outils il y en a. Il y en a qui sont obligatoires. On pense notamment à l'étude de marché local. Lorsque vous vous apprêtez à contractualiser avec un candidat, donc que vous en êtes à la rédaction du DIP, vous devez lui fournir des éléments. Oui, on viendra sur le, oui, effectivement, on reviendra sur le sujet tout à l'heure. Effectivement. C'est pas l'objet. Non, on est. Je mets la charrue avant les bœufs. Ah, peut-être, parce que je voulais finir sur la définition. J'avais commencé par la définition de l'exclusivité. Ah oui, c'est vrai. Je vois ça. Je voulais quand même faire un petit point sur ce sujet. Donc, j'ai dit que l'exclusivité n'était pas forcément obligatoire.
il peut y avoir des contraintes juridiques à différents niveaux qui ne passent pas forcément par l'exclusivité. Par exemple, une tête de réseau peut accorder à son franchisé une zone de préférence au sein de laquelle il se réserve, lui, tête de réseau, la possibilité de désigner d'autres distributeurs ou même la possibilité, lui, d'intervenir directement sur cette zone, mais en obligeant, entre guillemets, le franchisé à développer en premier lieu et au maximum cette zone, tout en lui permettant d'aller développer ailleurs. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'exclusivité, mais il y a une première contrainte qui l'oblige à travailler ces périmètres en premier lieu. On rencontre ce genre de clauses beaucoup dans les services et dans les professions intellectuelles, dans les services intellectuels où finalement il n'y a pas vraiment de sens à définir une circonscription géographique au démarchage de certaines professions. Je pense notamment par exemple au coaching, un réseau de coaching. Il n'y a pas de sens à interdire à un coach franchisé de dépasser une frontière de territoire pour aller chercher des clients qu'il a dans son carnet d'adresses. Donc là, dans la majorité des cas, on va lui assigner une zone de préférence, mais libre à lui après d'aller développer sur d'autres zones. Je ne sais pas si vous avez, vous, dans vos activités, rencontré ce genre de clauses. Alors c'est vrai que moi je l'ai rencontré évidemment dans tout ce qui est conseil aux entreprises, parce que c'est vrai qu'on peut s'attacher à un territoire, voilà, une zone de préférence. Je l'ai rencontré aussi dans un cadre un petit peu différent. Alors je ne sais pas si ça s'adapte à cette définition juridique, c'est-à-dire on propose une zone territoriale et pendant une durée qui est une durée qui peut être de 18 mois ou de 2 ans, avoir une zone complémentaire qui soit une zone de préférence où finalement le franchisé va pouvoir s'exprimer, voire même communiquer. Et puis au bout de 18 mois, il peut, en négociation avec le franchiseur, décider soit d'ouvrir un deuxième point de vente sur cette zone de préférence, soit la racheter pour un montant qui peut être défini, soit tout simplement l'abandonner au profit d'un autre franchisé qui va s'installer. Donc là, on est aussi dans une notion de territorialité qui a du sens et pour l'un et pour l'autre. Donc on est vraiment sur une volonté de créer et de développer du business ensemble. Très bien. Effectivement, maintenant, je pense qu'on peut parler de l'étude de marché locale. Qui est, comme vous le savez, défini par la loi Doubin et plus précisément dans le Code de commerce à l'article L330-3 et R330-1 du Code de commerce qui impose, dans le cadre d'un document d'information précontractuelle qui doit être délivré 20 jours avant la signature du contrat de franchise, une présentation de l'état général et local du marché. Bien, cette présentation a fait l'objet en jurisprudence et fait toujours l'objet de multiples débats, de multiples contentieux pour savoir jusqu'où le franchisé ou le franchiseur plutôt doit aller dans sa présentation et dans la transmission d'informations. Quelle est l'obligation qui pèse sur le franchisé lui de se renseigner sur le territoire qui lui est confié et de faire sa propre étude de marché. Là, je vais passer la parole à Pierre qui est expert dans ce domaine. Il y a en effet des choses à discerner et ce n'est pas toujours le cas. C'est-à-dire qu'on n'a pas toujours une idée claire de qui fait quoi. Pour être très simple, le franchiseur doit fournir un état général du marché, c'est-à-dire une étude du secteur d'activité en question, proposant des chiffres, des informations récentes. La loi n'en dit pas plus. On a notre interprétation de ce qui est récent, c'est-à-dire que je pense qu'au-delà de 2 ans, une donnée n'est plus forcément très pertinente. Si en tout cas on veut se couvrir de tout risque ultérieur. Et puis, la loi dit aussi qu'on doit fournir un état local. C'est-à-dire que là, la zone, le secteur, revient au centre de la préoccupation. C'est-à-dire que plus on aura défini précisément le secteur en question, plus on sera en mesure de fournir des informations précises là aussi, dans ce qu'on va appeler l'état local du marché. Ça, c'est la responsabilité du franchiseur. La loi ne l'oblige pas à une grande précision,
mon conseil, c'est de ne pas aller beaucoup au-delà de ce que la loi oblige, pour être parfaitement dans les clous et puis pour pas être tenté de donner trop d'informations à un candidat qui pourrait après utiliser cette information contre lui. Bien sûr. Notamment, et ça c'est vraiment la grosse croix rouge qu'on met systématiquement, pas de potentiel d'activité sur une zone, pas de chiffre d'affaires potentiel. Quel que soit le nom que vous lui donnez, ne parlez pas de ce genre de choses à un candidat. Vous n'êtes pas obligé de le faire, donc il n'y a aucune raison de le mettre alors qu'on n'a aucune idée de savoir s'il va pouvoir atteindre un chiffre d'affaires ou un autre. L'état de la concurrence fait partie des choses qu'on est censé trouver dans un état local. C'est-à-dire, quelle est la concurrence à l'heure actuelle, avec toutes les distinctions qu'on peut faire en termes de concurrence directe et indirecte. Le plus large vous serez, le mieux ce sera. Il ne faut pas hésiter à partir sur des concurrences indirectes qui peuvent être un peu éloignées. Dans certains secteurs d'activité, on est confronté à des concurrences qui sont protéiformes, donc il ne faut pas hésiter à les aborder toutes. Voilà, ça c'est vraiment des choses qu'on va vraiment trouver dans un état local de marché. Et donc je reviens sur ce que je disais, si on veut, en tant que franchisé ou futur franchisé, avoir une idée de l'activité qu'on va générer sur cette zone, il faudra qu'on réalise soi-même sa propre étude de marché, ce que nous on appelle une étude de marché d'implantation, dont le cœur n'est plus le secteur ou la zone, mais généralement une adresse. C'est-à-dire que si on veut pouvoir estimer un chiffre d'affaires potentiel, il faut en général disposer d'une adresse précise d'implantation. Ouais. Parce qu'il y a tellement de facteurs à prendre en compte au niveau local qu'il faut être en possession de cette information-là. Donc, pour résumer, état général du marché, état local du marché sont fournis par le franchiseur. Aujourd'hui, on peut dire que la plupart du temps, et encore, je pense que dans la jurisprudence, on voit encore passer des cas où l'état local n'a pas été fourni. Je le vois personnellement passer des fois, je suis atterré de ça. Donc ça, c'est la responsabilité de l'enseigne. Et le franchisé, lui, s'il veut une estimation de son activité, il réalisera sa propre étude de marché d'implantation. La différence entre état local et étude de marché? C'est la différence entre un coca et un grand vin, on va dire. C'est-à-dire quelque chose de rapide, vite fait. Ouais. Non, j'exagère. Quelque chose de synthétique, on va dire factuel. Ouais. C'est un état local du marché. Objectif. Ouais. Une étude de marché, et elle peut être utilisée si le candidat numéro 1 n'a pas convenu et qu'il y a un numéro 2 se présente 6 mois plus tard, ça ne pose pas de problème. On est encore on reste dans quelque chose d'actuel. Une étude de marché d'implantation, elle est réalisée au cas par cas, à partir d'une adresse, et surtout en général à un degré cartographique, on y viendra tout à l'heure, beaucoup plus précis, puisqu'on va travailler le quartier plutôt que travailler la commune. Enfin, encore une fois, tout dépend du secteur d'activité. Voilà. Pour être très simple, voilà comment on peut dire les choses. Alors, pardon Pierre, merci. Est-ce que dans votre accompagnement, il y a cette notion de méthodologie pour réaliser l'étude de marché? Parce que j'ai vu ça, moi, régulièrement dans des DIP, où en fait le franchiseur propose une méthodologie pour permettre en fait aux futurs candidats, dans le cadre notamment de la réalisation de son dossier de financement, une méthodologie de réalisation de son étude d'implantation. Est-ce que c'est des choses courantes? Vous, comment vous les accompagnez, les candidats à ce niveau-là, et comment vous travaillez avec les têtes de réseau et puis les candidats? Alors, en effet, on a très souvent des appels à l'aide qui viennent de candidats ou de franchisés qui se sont vus demander par leur réseau de fournir une étude de marché. Alors, j'attire leur attention, s'il y en a qui nous écoutent, il ne faut pas que l'enseigne utilise cet argument pour se dédouaner lui-même d'un état local de marché. On voit ce genre de choses parfois. Vous devez être en possession d'un état local de marché fourni par votre enseigne. L'étude de marché, parfois, peut être aiguillée, et c'est tant mieux, par le réseau qui sait quelles sont les informations à aller rechercher. Dans ce cas-là, il ne faut pas hésiter à utiliser cette méthodologie qui va être en général assez bien pensée, puisque l'enseigne n'a aucune raison de mal orienter ses candidats. Le problème que va trouver généralement le candidat, c'est où est-ce que je trouve l'info? Comment est-ce que je présente l'info? Et ça, en général, c'est comme ça que nous, on arrive aussi à intervenir auprès des franchisés directement, suite à une demande de la part de l'enseigne, qui d'ailleurs fait très bien de
demander à son candidat de réaliser lui-même son étude de marché sans intervenir en lui conseillant spécifiquement un institut d'études plutôt qu'un autre. Ce qu'il faut se méfier si en général ça arrive, parce que voilà, il faut vraiment être indépendant à ce niveau-là. Vous avez raison d'insister sur le fait qu'il appartient au franchisé d'établir sa propre étude de marché, puisque effectivement en jurisprudence on a de multiples exemples sur ce sujet. Puisque plus le franchiseur effectivement va donner d'informations sur la potentialité d'un territoire. Et il trouvera toujours un détail pour... Voilà, ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est la responsabilisation des opérateurs économiques. Le franchisé est un commerçant indépendant. Il doit prendre en charge ses propres études, voir en tout cas la potentialité du territoire qui lui est confié. Et c'est à lui de définir ce potentiel, et c'est à lui de savoir où il va avant de se lancer. Donc nous sommes vraiment en présence de deux partenaires indépendants, deux commerçants indépendants, et la jurisprudence est tout à fait constante sur ce point. Oui, je voulais préciser aussi qu'on est véritablement dans une aide à la décision, parce que quand on est dans le cadre, qu'on soit franchiseur ou franchisé, et qu'on est dans une réflexion d'installation d'un point de vente, il faut souvent réagir très vite. Donc avoir une étude un état général de marché qui soit bon, avoir un état local du marché qui soit présent et très explicite dans le DIP, c'est fondamental pour pouvoir ensuite enclencher cette étude de marché locale qui va être obligatoire quand on va constituer le dossier bancaire, le dossier de financement. Et c'est vrai que le banquier, une des premières questions qu'il va poser au candidat, c'est êtes-vous sûr de votre emplacement? Êtes-vous sûr que sur cet emplacement-là, vous allez pouvoir réitérer la réussite du franchiseur? Pour quelles raisons? Et quels sont les moyens que vous allez mettre en œuvre aussi? Et c'est vrai on se rend compte que l'étude de marché local est fondamentale. Quels sont les moyens de communication que vous allez mettre en œuvre? Et qu'est-ce que vous indique cette étude que vous avez fait réaliser pour justement activer une communication qui soit performante et génératrice de trafic? Donc ça, on est vraiment sur une aide à la décision, et surtout sur un timing qui est parfois très court entre le moment où on trouve le local qui peut être proposé à un autre candidat et le moment où on va valider avec le banquier l'accord de financement. C'est vraiment du jonglage, et mieux c'est fait, mieux c'est intégré en amont, plus on a vraiment des chances de réussite et de validation en fait d'un emplacement de qualité. On va passer à la deuxième partie qui est stratégie de développement, critères et outils. Savoir en quoi le territoire confié au franchisé par le franchiseur peut faire partie et doit faire partie de sa stratégie de développement. On va s'arrêter sur la cartographie des zones d'implantation. On a planté le décor dans cette première partie. J'aimerais bien en connaître un petit peu plus sur cette cartographie. Comment sont définis les critères? Est-ce que ça a un rapport avec le secteur d'activité? Est-ce que ça peut avoir un rapport avec la politique de l'enseigne? Un rapport avec le degré de maturité du réseau? Je pense que vous avez des réponses sur tous ces points. Sur les secteurs d'activité peut-être. Alors, pour revenir peut-être à la cartographie en elle-même, c'est-à-dire qu'aujourd'hui un état local, c'est avant tout quelque chose de visuel. On a dit tout à l'heure qu'on réalise un état local le plus simple possible, synthétique, mais je me suis peut-être emballé quand j'ai dit ça. Parce qu'un état local, c'est aussi une façon pour nous, enseignes, nous franchiseurs, d'apprendre à mieux connaître chacun de ces secteurs. Et soi-même, de prendre une décision qui est celle d'installer ou non un candidat sur cette zone. Et je trouve que c'est une dimension à ne pas perdre de vue. C'est assez important. Et donc, je pense qu'aujourd'hui, un état local du marché, il va reposer sur beaucoup d'informations. Et tout l'art et l'intérêt pour le franchiseur, c'est de savoir sélectionner la meilleure information, celle qui permet de faire ressortir ou non le potentiel pour son concept sur une zone. Donc, en effet, selon les secteurs d'activité, on aura une échelle plus ou moins importante. Une zone, aujourd'hui en France, ça peut être un département entier, on le voit encore. Et puis d'ailleurs, ça justifie bien souvent. Mais sur des concepts de restauration rapide ou des choses qui vont s'adresser à une zone beaucoup plus petite,
eh ben, on va travailler à la dimension du quartier, c'est-à-dire que rue par rue, on va dessiner des zones qui vont être de plus en plus précises aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui aujourd'hui va beaucoup dépendre du secteur d'activité. Hein, bon, voilà ma vision sur la cartographie. Tout ce qui est les secteurs d'activité qui sont typiquement dans la restauration ont souvent des secteurs beaucoup plus définis et beaucoup plus construits que des activités, comme on l'évoquait dernièrement, des cuisinistes ou qui ont besoin d'un secteur géographique beaucoup plus ample, où là va se lier à la fois l'obligation d'être visible en matière de trafic, mais également d'être dans des démarches actives d'achat de fichiers clients ou de zones beaucoup plus larges. C'est ça ? Tout à fait. C'est-à-dire que bien souvent, dans une même ville, toutes les unités d'une même enseigne ne seront pas confiées aux mêmes franchisés. Et on voit le cas de figure de plus en plus souvent. Moi, je vois le cas de figure de plus en plus souvent. Je suis assez étonné d'ailleurs. Mais dans ce cas-là, il faut être très très précis sur qui appartient à telle zone. C'est-à-dire que à une rue près, le candidat 1 mettra en place sa communication et s'arrêtera après tel canal ou telle rue ou tel pont. Et les litiges aussi vont apparaître souvent au coin d'une rue qui n'appartient pas à un tel. Donc il faut être très très précis. En ce qui concerne la politique de l'enseigne, oui, effectivement, j'aimerais bien qu'on cible encore un petit peu plus cette notion de cartographie. Donc on a vu les secteurs d'activité, mais effectivement, est-ce que ça peut être une stratégie pour l'enseigne, en tout cas de développement? En quoi ça peut être une stratégie de développement de l'enseigne, de mailler le territoire et la façon dont il maille le territoire? Une stratégie réfléchie et en amont surtout. C'est toujours, on revient à ce qu'on évoquait tout au début de l'intervention, c'est-à-dire que c'est toujours délicat de se dire quel territoire je vais confier pour pouvoir asseoir le développement de mes franchisés. Est-ce que je dois donner un grand territoire ou est-ce que je dois donner un territoire qui soit plus cadré ou plus défini? Alors, pour rebondir sur cette notion de politique de l'enseigne, on se rend compte que dans le cadre de renouvellement de contrat, c'est-à-dire qu'on peut avoir accepté pendant 5 ans, 6 ans, une stratégie de maillage du territoire plus light, plus souple, et ensuite utiliser finalement les renouvellements de contrats pour pouvoir les mettre dans un cadre et dans une stratégie du coup plus affinée, plus mature et plus en phase avec la stratégie de développement de la marque, sans forcément aller contre le réseau de franchisés d'ailleurs. C'est pas, ça peut être fait en bonne intelligence et même à travers des outils de concertation qui existent dans certains réseaux et qui permettent un dialogue et qui permettent de grandir ensemble et dans de bonnes conditions. Donc oui, la politique de l'enseigne et le maillage du territoire, ce sont deux choses qui doivent s'intégrer, s'analyser, se comprendre avec le temps. Ouais, ce que je comprends, c'est que c'est pas linéaire. En fait, il y a une évolution selon le degré de maturité du réseau. Au départ, la définition du développement n'est pas la même que lorsqu'on a 20 points de vente. On affine avec le temps. On grandit ensemble et puis on est dans l'humain, on est dans quelque chose de mouvant. Donc forcément, ça a un rôle. Alors je ne sais pas, Pierre, si dans le cadre de vos accompagnements des têtes de réseau, vous avez vu cette évolution se travailler avec des clients. Oui, je pense surtout qu'on voit évoluer les objectifs de l'enseigne. Au début, l'objectif, c'est de faire en sorte que quelqu'un accepte de dupliquer votre concept. On n'est pas du tout en pouvoir, on n'a pas le pouvoir sur la négociation. Lorsqu'on commence à avoir une dizaine, une quinzaine d'unités, on commence à être assis, avoir un peu plus de pouvoir de négociation sur les nouveaux franchisés. Donc, c'est comme ça que je vois le degré de maturation intervenir dans ce processus. D'accord. Alors, d'un point de vue juridique, moi, la question qu'on peut poser, c'est est-ce que la responsabilité du franchiseur, par exemple, peut être engagée si des territoires confiés aux franchisés ne sont pas uniformes
en termes de géographie, de potentiel d'exploitation, selon les critères qui ont été définis. Donc c'est une question intéressante. Il y a peu de jurisprudence sur ce sujet, bien que c'est une remarque qui est assez récurrente dans les réseaux. Effectivement, un franchisé dont l'exploitation finalement ne fonctionne pas comme il souhaiterait peut essayer de chercher la politique du franchiseur en disant mon voisin il a un territoire dont la potentialité est bien plus importante que la mienne, sa zone est plus importante géographiquement, donc il y a un effet, un rapport de cause à effet évident, je ne réussis pas aussi bien parce que j'ai pas les outils pour réussir. Mais en droit et en jurisprudence c'est beaucoup plus compliqué que cela, puisque il s'agit non pas d'un contrat d'adhésion, mais d'un contrat négocié au préalable, le contrat de franchise. En tout cas, le franchisé, il est apte à négocier son contrat. On l'a dit tout à l'heure, reçoit des documents d'information précontractuels qui l'amènent à étudier son territoire, à réfléchir sur son territoire. On l'a dit tout à l'heure, il doit faire ses propres études de marché. Par ce biais, le franchisé il va se renseigner sur la potentialité de son territoire, il va connaître, il va pouvoir faire son business plan sur des chiffres qu'il a lui-même établis. Et fort de ce constat, s'il travaille correctement, il ne pourra pas par la suite reprocher au franchiseur de lui avoir confié un territoire alors que toutes les données lui avaient été finalement données. Alors, la réserve qu'on pourrait faire, c'est si des fausses informations, bien évidemment, sont données par le franchiseur. Par exemple, s'il y a une comparaison dans le document d'information précontractuelle qui est faite par le franchiseur avec des territoires finalement qui n'ont rien à voir avec celui qui est confié par le franchiseur. Dans ce cas-là, il pourrait y avoir une forme de tromperie, ou en tout cas de dol. Si on compare un franchisé, par exemple d'Île-de-France, qui a des résultats exceptionnels parce qu'il y a une densité économique sur ce territoire, il y a un nombre d'entreprises sans équivalent, avec le territoire qui est confié à un candidat dans une région rurale qui ne tient pas compte du nombre d'habitants et du potentiel économique, là, effectivement, on va pouvoir peut-être essayer de voir la part de responsabilité du franchiseur. Mais encore une fois, à partir du moment où le franchisé, lui, doit se renseigner, faire son business plan à partir de ses propres données, la notion d'équité sur les territoires, elle n'a pas à rentrer en ligne de compte. Et de toute façon, en règle générale, le franchiseur n'a pas à se justifier sur les territoires qu'il va confier aux franchisés. Si vous voulez, il n'y a pas de critères objectifs qui doit délivrer aux franchisés pour que l'équité, entre guillemets, soit respectée. En fait, on est dans un domaine très différent, par exemple des réseaux de distribution sélective. Sur un autre domaine, la distribution sélective, c'est la possibilité de confier, non pas un territoire, mais la distribution de ces produits à un distributeur via des critères qui sont objectifs, soit qualitatifs, soit quantitatifs, mais en tout cas objectifs. Et d'ailleurs, il n'y a pas de notion d'exclusivité territoriale ou alors par exception dans la distribution sélective. Mais là, dans la franchise, on n'est pas du tout sur ce même plan, on n'y a pas de critères. Donc en fait, le franchiseur va décider du territoire qui va être donné, mais son obligation, ça va être de fournir, encore une fois, les éléments essentiels au franchisé qui vont lui permettre de définir la potentialité de son territoire à partir de son concept. Et une fois que ces éléments sont fournis, et si le franchisé joue bien son rôle, c'est-à-dire qu'il va chercher lui-même l'information et il va se faire lui-même conseiller, dans ce cas-là, il n'y aura pas de déséquilibre par rapport au territoire voisin parce que chacun aura joué son rôle. Oui, je voulais rajouter absolument, Jean-Philippe, je voulais rajouter également un élément que j'ai pu voir à travers l'expérience que j'ai du monde des réseaux, c'est que parfois, on a en fait une fourchette de droit d'entrée qui va varier en fonction de la zone de territorialité accordée. Alors, ça prend différentes formes. Soit on estime que le droit d'entrée va être variable en fonction du nombre d'habitants, du revenu moyen sur la zone, etc. Et le franchiseur va du coup créer une fourchette tarifaire. Donc là, on rentre dans une négociation contractuelle, mais qui est structurée.
On peut aussi trouver, à travers, par exemple, je pense à la restauration, on va trouver différentes formes de concepts. On va voir un concept premium, par exemple, qui va s'adapter à des centres commerciaux, donc qui va répondre en fait à une zone de territorialité différente. D'un concept de restauration, ce sera la même enseigne, mais qui va s'adapter à une bourgade de campagne, par exemple, qui a 10 ou 15 000 habitants. Donc on va retrouver cette notion d'équité à travers des critères qui auront été construits, élaborés par la tête de réseau. Est-ce que pour vous, la stratégie de maillage va de pair avec une stratégie de recherche d'emplacement? Ou est-ce que voilà, on définit notre politique de maillage du territoire en fonction des emplacements qu'on estime les plus pertinents dans l'absolu pour un réseau? Alors, c'est vrai que c'est très variable. Il y a des directions de réseau qui vont déjà avoir une stratégie d'emplacement très construite, qui vont avoir déjà des emplacements négociés avec des grands faiseurs en urbanisme commercial, et qui, finalement, quand ils vont être face à un candidat qui est prêt à les rejoindre, vont avoir la possibilité de leur apporter, en fait, cet emplacement. Bon, c'est le cas dans le cas d'enseignes, de restauration ou autres, hein, même dans le domaine du prêt-à-porter. Donc ça, c'est spécifique. Et puis on a des réseaux qui laissent une certaine liberté parce que l'emplacement, parfois numéro 1, n'est pas essentiel. Dans le cadre du développement économique du point de vente. Il est secondaire. Par contre, dans ces réseaux-là, ils vont mettre plus l'accent sur peut-être de la communication digitale ou sur de la formation ou bien d'activer en fait un réseau commercial, donc pour conforter en fait le développement du point de vente. Donc ça va varier de ce fait. Donc à quel moment on arrête la territorialité et à quel moment on cherche l'emplacement approprié? Je dirais qu'on raisonne souvent, hein, par expérience, en zone territoriale dans un premier temps, et ensuite on va inciter le candidat à chercher un local sur cette zone de chalandise, et là ça va être un travail mutuel puisque la validation doit être mutuelle. Tout à fait. On intervient d'ailleurs souvent, hein, pour arbitrer. Lorsque franchiseur et franchisé commerçant indépendant, qui est libre de choisir son emplacement, souvent, ne sont pas d'accord. Donc on va en général réaliser les mesures, les estimations qui seront nécessaires pour dire voilà, quel est l'emplacement qui permettra de faire fonctionner au mieux le concept. Donc ça, on intervient souvent pour arbitrer entre franchiseur et franchisé. C'est important. Oui. Est-ce que je continue, Jean-Philippe, sur la partie réalisation des documents et comment intégrer les documents dans le projet en fait, du candidat? Bien sûr. Il y a une question, je repasse la parole après. Il y a une question en direct. Merci. Il est important que le franchisé s'implique lui-même dans son étude de marché pour avoir une meilleure préhension du potentiel d'activité, notamment dans le cas d'une activité avec un local. Cartographie des zones d'implantation. Oui. Oui, c'est ce qu'on disait, hein, c'est-à-dire que l'étude de marché, dans sa définition la plus pure, c'est le job du franchisé. Hein, c'est le job du franchisé, effectivement. L'enseigne ne réalise pas d'étude de marché à proprement parler. Elle fournit des éléments de marché. Nous, on parlera toujours d'éléments de marché qui disent la concurrence, les CSP, les revenus, etc. Des choses très simples qui permettent d'envisager les choses sereinement, mais absolument sans profondeur. Donc c'est le job d'un franchisé impliqué que de réaliser une étude de marché. Exactement. Et encore une fois, en droit et en jurisprudence, on le voit parfaitement. Les tribunaux, désormais, ont tendance à donner raison à un franchisé qui viendrait solliciter, par exemple, l'annulation d'un contrat pour défaut de communication d'information, seulement si ce franchisé a fait l'effort d'aller se renseigner lui-même. Finalement, il est trop facile d'attendre tout du franchiseur alors qu'il est commerçant indépendant et pour après aller réclamer une annulation voilà, qui fait vraiment qui est quelque chose de parfois artificiel en fait. L'État local de marché, par exemple, ne va pas anticiper l'arrivée d'un concurrent puisque c'est une photographie à un moment T. Par contre, une étude de marché correctement faite peut anticiper
l'arrivée d'un concurrent dans la zone dans les 3 à 6 mois à venir, parce que généralement, ils communiquent dessus. Donc, quand on réalise une étude de marché, on est dans son rôle d'entrepreneur. Il ne faut pas l'oublier. Parfait. Dans la salle, si vous voulez poser des questions également, il n'y a pas que sur Internet, n'hésitez pas. Vous pouvez intervenir à tout moment. Valérie, on vous a coupé. Donc la réalisation des documents. Alors ça sert à quoi? Évidemment, ça sert à se positionner sur sa zone, savoir comment on va aller conquérir du business, du chiffre d'affaires, évidemment. Ça sert surtout en premier lieu à obtenir du financement. Parce que dans un dossier de financement, moi je dis souvent, il y a 4 catégories, il y a 4 chapitres essentiels. Il y a pour le candidat, qui est-il, quelle est sa démarche et pourquoi veut-il se lancer dans l'aventure entrepreneuriale. Deuxième chapitre, avec quelle enseigne, qui est-elle, quelle est son antériorité, comment est-elle positionnée, comment accompagne-t-elle. Troisième élément, exactement l'emplacement. Pourquoi ce choix d'implantation? Pourquoi cette zone de chalandise? Pourquoi avoir négocié une zone de chalandise et une zone de préférence? Est-ce que c'est un projet sur 1 point de vente, 2 points de vente, 3 points de vente? Quels sont les critères qui ont été retenus et qui ont été validés par les 2 parties pour justement travailler ce dossier de financement, et le banquier est très à l'écoute de ça. Et puis, 4e élément, qui est travaillé dans le cadre d'un dossier de financement, c'est les résultats économiques qui vont être inspirés des tableaux de bord fournis par la tête de réseau. Voilà. Mais on est là véritablement dans une démarche active, décidée, volontaire et de conquête, évidemment. Très bien. J'en profite pour dire que juridiquement, lorsque un candidat n'a pas trouvé un local mais souhaite réserver une zone pour installer sa franchise et exploiter sa franchise, cette réservation doit être formalisée par un contrat écrit. La loi l'impose, le code de commerce l'impose. Également lorsque cette réservation s'accompagne du versement d'une somme en contrepartie de la réservation. Ça s'appelle les contrats de réservation de zone. Encore une fois, c'est l'exemple typique d'un candidat qui souhaite développer une franchise sur une zone qui n'a pas encore de local. Donc il se donne le temps, 3 mois, 6 mois pour trouver le local. Et au terme de ces 6 mois, lorsqu'il l'a trouvé, la somme qu'il aura versée en contrepartie de l'immobilisation sera déduite des droits d'entrée lorsqu'il signera le contrat de franchise, ou alors s'il ne le signe pas, par exemple s'il n'a pas trouvé de local ou pas eu son financement. Dans ce cas-là, la somme reste acquise au franchiseur, ce qu'on appelle les contrats de réservation de zone. Venons-en maintenant aux outils de géolocalisation. Comment, en termes beaucoup plus précis encore, je vais passer la parole peut-être à Pierre, comment techniquement vous arrivez à géolocaliser suffisamment bien les zones de chalandise pour cartographier avec précision la potentialité d'un territoire? Ce qui est important, c'est de comprendre quelle est la logique en termes de flux d'une zone. Historiquement, on a des données qui nous permettent de dire que dans telle commune ou tel quartier, il y a tant de personnes de l'extérieur qui viennent chaque jour pour travailler, tant de personnes qui viennent pour étudier, et puis à l'inverse, il y a tant de personnes qui partent de ce quartier, de cette commune, pour aller travailler ailleurs. On comprend bien que mesurer les catégories socio-professionnelles supérieures d'une commune, ça ne sert à rien si on veut ouvrir un restaurant le midi, si 90% d'entre elles vont travailler ailleurs. Ça paraît très clair. Donc il est très important de savoir où sont les gens. Qui sont les gens? Alors c'est une logique quantitative. Lorsqu'on va rechercher un emplacement, donc là je passe à la démarche, enfin la suite du processus, quand on est à l'étude de marché du franchisé, il est parfois intéressant, notamment dans ces activités-là, celles qui ont besoin de flux, d'être capable de mesurer combien de personnes, combien de voitures, le cas échéant, combien de vélos, combien de piétons passent devant une adresse chaque jour. On disait tout à l'heure que souvent on arbitre
un choix de local entre franchiseurs et franchisés lorsqu'ils ne sont pas d'accord? C'est parce que bien souvent, on prend pour un critère positif quelque chose qui ne l'est pas. Être devant une station de tramway, ce n'est pas quelque chose de positif. C'est pas parce qu'il y a des gens qui passent en quantité devant votre local que ce sont des gens qui vont devenir des clients. Donc il y a aussi l'aspect qualitatif. C'est ce qu'on essaye de travailler le plus aujourd'hui, c'est-à-dire de savoir non seulement combien de personnes passent devant une adresse chaque jour, à quelle heure, mais qui sont ces personnes? Sont-elles des étudiantes, des catégories socio-professionnelles supérieures? Quels sont leurs revenus? Donc il y a de plus en plus d'outils qui permettent de travailler sur cette dimension qualitative du flux. Alors, on pourrait rentrer dans les détails, mais il y a pas mal de techniques qui sont utilisées, notamment les données mobiles. On sait que les gens sont connectés en permanence aujourd'hui, donc on sait que on a tant de personnes de tel profil qui se trouvent dans tel endroit ou devant telle adresse chaque jour. D'accord, c'est très intéressant. Donc ça n'implique pas une présence physique, un comptage physique devant chaque magasin pour connaître... Des enseignes parmi les plus grandes, donc on a cité tout à l'heure, françaises, privilégient encore aujourd'hui le comptage manuel. Alors quand je dis manuel, c'est pas forcément avec un petit compteur qu'on a encore, qu'on utilise encore dans certains cas. C'est aussi beaucoup les compteurs automatiques qui permettent de mesurer un flux. Mais ce flux n'a pas beaucoup de qualité. On a du mal à le qualifier bien souvent. C'est-à-dire que si votre enseigne est généraliste, ça ne pose pas de problème. Si elle s'adresse à une cible en particulier, on va essayer de trouver des outils qui permettent de savoir si la cible se trouve bien au bon endroit, au bon moment. Oui, parce qu'avec les données des opérateurs téléphoniques, par exemple, vous avez des informations beaucoup plus qualitatives. Oui. L'âge des personnes, la catégorie socio-professionnelle, vous avez plein d'informations. Et beaucoup plus encore. Beaucoup plus d'informations. Il faut être à jour du RGPD pour transmettre ces données, mais tout à fait. C'est un autre sujet. Oui. La dernière partie, en peu de temps, puisque nous approchons de la fin du temps imposé, c'est le territoire et la vie du contrat. Comment le territoire peut évoluer au cours du contrat. On a vu que les principaux critères sont définis au lancement du réseau et puis le réseau a atteint une vitesse de croisière aux alentours d'une vingtaine de points de vente. Mais comment cela se passe-t-il lorsque le franchiseur veut modifier un territoire qui a été déjà concédé à un franchisé? Juridiquement, lorsqu'il y a un contrat entre deux parties, le franchiseur et le franchisé, et que l'objet est défini, le territoire est bien délimité, il faut l'accord des deux parties pour modifier ce territoire. Donc le franchisé ne pourra pas modifier un territoire si le franchisé n'est pas d'accord. Et ça tombe sous le sens et c'est bien naturel. Donc, en cas de désaccord du franchisé pour modifier ce territoire, le franchiseur pourra attendre et devra attendre la fin de son contrat. Donc, le renouvellement du contrat peut être effectivement la bonne opportunité pour mettre carte sur table et essayer, s'il souhaite conserver son franchisé, négocier un nouveau territoire, soit si le franchisé refuse, malheureusement, s'en séparer selon les règles contractuelles. Encore une fois, vous l'aurez compris, la dénonciation d'une clause, enfin d'une circonscription territoriale serait une faute du franchiseur si elle n'est pas acceptée par le franchisé. Au-delà de ça, la vie du contrat peut également faire évoluer les zones territoriales. Par exemple, certains contrats peuvent autoriser un franchisé à ouvrir des points de vente sur son territoire. Il a un point de vente principal avec la domiciliation qui est contractualisée, mais le contrat peut parfaitement l'autoriser dans certains secteurs à ouvrir des points de vente secondaires sur son territoire. Encore une fois, il faut que ce soit accepté et contractualisé, ou si ça ne l'est pas, ça peut faire l'objet d'une évolution contractuelle en cours de contrat. De la même façon, peut être prévue également la possibilité de construire un réseau de corners, c'est-à-dire ce n'est pas des points de vente qui remplissent toutes les conditions d'un point de vente franchisé, mais ça va être un point de vente limité qu'on va placer dans une boutique, dans un grand magasin, ce qu'on appelle les corner shops. Dans
cette configuration-là, contractuellement, ça doit être également prévu. Je pense, pour compléter ce que vous disiez, Jean-Philippe, il y a oui. tout ce qui est point froid, qu'on peut trouver par exemple dans des activités type pressing, oui. où on peut avoir des dépôts qui font partie en fait de la zone d'exclusivité du franchisé, des points relais en fait de l'activité, hein, qui permettent en fait de véritablement travailler sa zone de chalandise de façon performante et en accord en fait avec le franchiseur, parce que tout ça est contractualisé en fait. Le dernier point qu'on peut aborder avant la conclusion, en tout cas sur cette problématique de vie du territoire pendant le contrat, c'est également la problématique de coexistence des réseaux. On peut avoir un réseau de franchise qui peut être rapidement, en tout cas complété par un nouveau réseau qui serait constitué par le franchiseur lui-même, qui déclinerait son enseigne et ses produits et la vente de ses produits sous une autre enseigne justement, ou même sous un autre format. Par exemple, il peut avoir un réseau de franchise en premier lieu, puis après décliner sous une forme plus simple, sous un réseau de licence de marque. Eh bien, rapidement, on va se poser la question de la coexistence de ces deux réseaux. Lorsque le franchisé il bénéficie d'une exclusivité sur un territoire, comment négocie-t-on l'arrivée d'un autre distributeur qui n'aurait pas la même enseigne, mais finalement distribuerait des produits très similaires. Ça doit être prévu le plus précisément dans le contrat dès le départ, puisque bien évidemment, ça peut poser des problèmes contentieux juridiques rapidement. La dernière jurisprudence en date impose une précision très importante dans le contrat de l'enseigne qui peut être placée en concurrence ou ne peut pas l'être sur le territoire. Par exemple, s'il y a une création d'un nouveau réseau par le même franchiseur mais sous notre enseigne, la dernière jurisprudence, encore une fois, nous informe que eh bien, le franchiseur est en droit de le faire à partir du moment où le contrat ne prévoit qu'une interdiction d'un nouveau point de vente sous une même enseigne. Vous voyez qu'il faut être assez précis dans le contrat pour la protection du franchisé. Merci à nos intervenants. J'en profite pour vous annoncer le prochain Afterwork. Je vous ai annoncé que c'était désormais institutionnalisé. Tous les 2 mois, nous avons un Afterwork de l'IREF. Le prochain se déroulera le 4 juin 2019 au même endroit et aura pour sujet Master Franchise et développement international de votre réseau. Merci et à bientôt. Merci.